Bien le bonjour tout le monde et bienvenue à la prescription. Et c'est votre docteur Frédéric Lambert qui est ici. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon père, Denis Lambert, mon géniteur que je préfère. Il a pris sa retraite il y a environ 1 an. Et comme chaque retraite, c'est un peu épeurant. Certains ont des projets super précis, comme faire des voyages, prendre des cours de peinture, faire du vélo. Et d'autres sont tellement investis dans leur travail qu'ils doivent, une fois à la retraite, rebâtir un peu leur environnement, leurs activités avec des nouvelles expériences, des nouveaux apprentissages. Et c'est plus dans ce scénario que mon père se situe. Et l'un de ses projets que j'admire énormément, c'est de passer à travers le catalogue de plusieurs compositeurs. Alors que je vous explique, il existe sur le marché, chez Archambault, dans différents magasins, des coffrets avec toutes les œuvres de compositeurs morts, comme Jean-Sébastien Bach, Joseph Haydn. Et ce sont de gros coffrets, ayant parfois jusqu'à 300 disques, bref, 300 heures de musique à écouter. Et mon père a donc décidé de se lancer dans l'aventure d'écouter toutes les œuvres de Mozart. Alors, plusieurs mois pour passer à travers ses symphonies, ses opéras, ses concertos de piano et autres pièces. Et une fois terminé, eh bien, ma sœur et moi, on lui a offert le coffret Beethoven pour la fête des pères, ce qui devrait l'occuper encore pour beaucoup de temps. Et je trouve l'expérience très cool, parce qu'il écoute un disque par jour, d'une 60aine de minutes, et il prend le temps de faire des recherches sur l'historique des œuvres, afin de bien assimiler, bien intégrer ce qui est interprété. Peut-être avez-vous déjà fait ce genre d'expérience en musique ou encore dans un autre champ culturel, en littérature. Pour ma part, c'est plus le cinéma. J'aime bien écouter toutes les œuvres d'un réalisateur et vivre la chronologie d'un créateur ou d'une créatrice. C'est extrêmement enrichissant de voir l'évolution des idées. Cependant, malgré l'importance de la beauté de cet exercice, qu'on pourrait dire à caractère historique, je trouve qu'il est crucial de garder un peu les yeux ouverts sur le présent, d'être aux premières loges des œuvres qui vont dicter l'avenir. Et c'est pour cette raison que je suis extrêmement heureux de vous présenter aujourd'hui la compositrice canadienne la plus remarquée, la plus en demande actuellement. Voici Keiko DeVos. Keiko DeVos est compositrice de musique contemporaine basée à Montréal. Originaire de la Colombie-Britannique, elle a débuté sa carrière musicale avec des études d'interprétation en piano ainsi que la composition. Entre 2016 et 2018, elle a été compositrice en résidence au Nouvel Ensemble moderne de Montréal. Et de 2020 à 2022, elle participe à la résidence Carrefour auprès de l'Orchestre du Centre national des arts d'Ottawa. Elle est lauréate de nombreux prix et distinctions. Elle est la première lauréate de la commande Azirelli de musique canadienne 2022. Aussi, elle remporte le prix Opus de la compositrice de l'année 2022 et plus récemment, sa composition Arras a remporté un prix Juno dans la prestigieuse catégorie Composition classique de l'année. Ses œuvres ont été interprétées au Canada, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis et en Israël. Voici ma conversation avec Keiko DeVos. T'entends bien? Oui. Ouais? Le son est... Oh. Tu me dis... right. OK, peux-tu me dire ton déjeuner, s'il te plaît? Mon déjeuner, en fait, j'ai pas mangé. Tu manges pas au déjeuner? Mais des fois, je fais comme... je mange entre midi puis 8 heures. OK.
Donc, c'est comme un genre de... Ah, tu fais-tu le fasting? Ouais, Intermittent j'expérimente fasting? avec ça, surtout quand c'est très, très chaud. Mais là, c'est nouveau que tu fais ça? C'est nouveau, puis je suis en train d'ajuster ça parce que je commence à faire la boxe. Donc, avec la boxe, des fois, j'ai besoin de manger plus. D'ailleurs, on va parler, c'est sûr qu'on va parler de ça aujourd'hui. Je me demande, et je me demandais plutôt, est-ce que tu te souviens à quel âge que tu as commencé à écrire une pièce? Pour la première fois, la première tentative d'écrire de la musique? Ça dépend de notre définition d'écrire, parce que j'ai comme commencé à improviser quand j'étais jeune. Okay. J'ai improvisé sur les partitions, comme dans mes livres à musique, sur le piano, parce que j'étais vraiment comme impatiente. Donc j'ai comme lu le ligne en haut et le ligne en bas, puis j'ai regardé comme le forme en général, puis j'ai juste comme... Mais improviser, ça c'est une chose. Ça, okay. Je le comprends. Donc, écrit comme sur une partition. Oui. Moi, je me souviens encore, je pense que j'avais 11 ans quand j'ai essayé d'écrire, je pense, 4 mesures, puis c'était la première, puis la dernière fois que j'ai essayé ça. Après, j'ai rapidement compris que c'était pas un vocabulaire pour moi très jeune. Je veux dire, je voyais... Puis, mais non, oui, c'est ça. Toi, improviser, je peux comprendre, mais vraiment t'installer, prendre un crayon, prendre une efface, surtout une efface des fois, et un papier, ouais, c'est quand c'est arrivé. Mais j'imagine j'ai comme fait ça comme inutile pour des autres choses quand j'étais plus jeune, mais la première fois que j'ai vraiment composé, j'avais 18-19 ans. Wow, OK. Mais j'étais une étudiante avec Selkirk College Music and Technology à Nelson, en Colombie-Britannique, et j'étais là pour interprétation plus piano-jazz. OK. Et moi, j'étais vraiment attirée par tous les étudiants en compo. Donc, pour mon récital à la fin de mon diplôme, j'ai ajouté des choses que j'ai composées. Vraiment des choses de base, mais j'ai composé des arrangements pour les chœurs surtout. OK. Et donc, j'ai écrit ça. Mais comme tu as dit, tu viens de Colombie-Britannique. C'est où exactement? Quelle ville que tu viens? Nelson. Et c'est cet endroit que tu as commencé justement à avoir la musique dans ta vie. Ça a commencé à quel âge à peu près? Parce que là, je comprends bien, piano, c'était ton instrument premier. T'as-tu touché d'autres instruments? Saxophone. OK, un petit peu. Clarinette basse. Ouais, c'est tout. Comme j'ai joué, j'ai expérimenté avec les autres choses, mais ça, c'est les trois que j'aime. Koto, un peu, en fait. Mais donc, le piano, ça a commencé... Est-ce que c'est le typique chemin? Tu as commencé très jeune? J'ai commencé quand j'avais 5 ans. Exact, ouais. Le classique de pratiquer un peu à tous les jours. Et tu as décidé d'aller à ce collège. Comment ça... parce que là-bas, vous avez le high school, puis après le high school, il y a le college qui est comme un... C'était-tu un programme de baccalauréat là-bas? C'est presque un baccalauréat. J'avais comme des misères parce que j'ai pris vraiment une longue pause entre ça puis l'Université de Montréal. Donc, les équivalences étaient un peu compliquées parce que aussi, comme le solfège était différent puis tout ça. Donc, c'était comme 4/5 d'un baccalauréat. Genre. OK, environ. Mais okay. C'était lié avec le Berklee College of Music dans Boston. Oui, ouais. OK, je comprends. Et ensuite, t'as décidé, t'as eu une petite pause, comme tu dis, avant d'arriver à Montréal. Dans cette pause-là, c'est quoi qui s'est passé exactement? Parce que ce que j'ai cru comprendre en faisant des recherches sur toi, c'est que tu avais tes études en piano, il y a la composition qui est apparue tranquillement. Au début, je pense que c'était même la composition, tu as appris un peu par toi-même, tu essayé des trucs. Et tu jouais tu as fait de la tournée et tu as joué dans des groupes rock indépendants. J'arrivais pas à trouver le nom de ces groupes-là. Et j'étais curieux que tu m'en parles un peu. C'est quoi exactement? Donc, à le collège Nelson, j'ai rencontré un batteur de Guelph, puis un guitariste de Kelowna, puis on a créé un trio, People for Audio. Comment? People for Audio. People from Audio. No. Oh. For Audio. For Audio. Pour l'audio. OK, ouais. OK. Et c'était vraiment comme... En fait, je suis fière. C'est comme... Ça semble comme vraiment notre vie, mais je suis fière de nos albums. C'était vraiment... On a agrandi, on a ajouté 2 autres membres, puis on a 2 albums. Mais on avait composé des chansons de comme 20 minutes avec des...
en tout cas, les chiffres indicateurs qui changent tout le temps. Puis, Ouais. un peu comme math rock, post-rock, prog rock. OK, Mélange de un peu plus prog. Donc ça, on peut encore les trouver, ces albums-là. On peut les écouter. Oui. Super. J'ai une petite... Je veux dire non. Non. Non, ce soir, j'ai une petite activité qui m'attend. Non, il faut pas avoir... comme tu dis, il faut pas avoir honte. Faut être fier de... Tu sais, probablement que ce groupe-là t'a amené beaucoup en termes de créativité et d'écouter d'une autre façon aussi. Et vous avez fait même la tournée pas mal. Vous avez joué un peu partout dans le monde. Avec People for Audio, on était vraiment comme intense comme groupe. On avait des projections. On était vraiment comme OK. high maintenance, comme un opener band. Donc, on a plus fait des tournées en Nord-Amérique. Mais j'ai joué dans un autre groupe, The Acorn, qui était comme plus basé à Ottawa, mais Ottawa puis Montréal. Et Acorn était plus comme genre accessible, indie rock. Okay. Et avec Acorn, on a fait des tournées en Europe. Mais dans ces bands-là, encore, tu jouais du clavier? Ouais, tout ce qui ressemble à un clavier, un peu de percu, marimba. Tu chantais? Non, pas vraiment. Oui, j'ai comme fait un peu de backup, mais vraiment. Mais t'étais pas le lead voice? Non. Ça, c'était pas trop ton truc. Donc, t'as fait quelques années de ça. Et qu'est-ce qui t'a amené à décider de premièrement devenir à Montréal, puis de venir à Montréal étudier à l'Université de Montréal en écriture? Donc, c'était avec le groupe, le trio People for Audio, on a décidé de comme choisir une ville au Canada pour comme installer puis composer, enregistrer un album. Donc, on était comme entre Toronto puis Montréal. Et moi, j'ai vraiment poussé pour Montréal parce que je voulais apprendre le français. Et puis, c'était plus intéressant. Puis finalement, on a tous décidé d'installer comme un groupe là. Donc, c'était vraiment le rock. Mais c'était dans lesquelles années à peu près, tu te souviens? 2004. Ben, ça, c'était les grandes années que tout le monde, tu sais, Arcade Fire avait un peu ouvert le bal. Il y avait Wolf Parade qui s'est établi ici. Il y avait Islands qui était ici. Puis là, tout le monde... C'était mes premières amies comme Arcade Fire, puis tout ça, c'était comme Constellation. Cette communauté, c'était vraiment comme... Oui, puis c'était comme des belles années de Montréal où le mot s'est passé vite. Une ville cool, une ville pas chère, des bons loyers, des bons restos, les gens sont gentils. Donc, c'était un peu la... Mais c'est encore un peu le cas, quoique les loyers sont rendus un peu trop élevés, mais pas autant que Toronto. Mais donc, t'es arrivé et c'était un peu ton cercle, c'était un peu ton univers, tout ça. Ouais. Wow, cool. J'étais dans le Myland. Puis tu parlais pas français encore? Comme mon première année ici, j'avais le français de base. J'avais une prof quand j'étais jeune, en fait, qui est venue de Québec. Okay. Donc, elle était vraiment comme beaucoup mieux que le niveau de français, comme avec des anglophones qui enseignent le français. En tout cas, je comprends j'étais vraiment chanceuse avec elle. Donc, déjà, j'étais vraiment intéressée. Comme mon père est français, il est mort quand j'étais très jeune, ma mère elle m'a poussé vraiment d'apprendre le français le plus possible. Donc, déjà, j'avais comme le passé composé, puis des choses vraiment comme... Donc, OK, mais d'ailleurs, ça m'amène à ton nom et tes origines. Donc, ton père était français de France. OK, oui. De Vaud. Donc, c'est ça, OK. Et ta mère, elle était ici au Canada? Elle habitait déjà ici? Oui, c'est mes grands-parents qui viennent de Japon. OK, je comprends. Donc ton père avait aménagé ici au Canada. Toi, t'as pas le double passeport, t'as pas vécu en France ou quoi que ce soit? J'ai le double passeport, en fait. Ah ouais, OK. Oh, cool. Ah, ça, c'est le fun, ça. Ouais, c'est utile. C'est utile pour les... Mais ça, sur le CV, ouais. Ouais, puis aussi pour aller travailler aussi des trucs en Europe, c'est quand même intéressant. Donc, donc t'arrives à Montréal, le band s'installe pour travailler, mais quand même, aujourd'hui, le band n'existe plus. Ouais. Donc, on a fait des tournées, j'ai rencontré les jeunes dans l'autre groupe, j'ai passé beaucoup de temps à Ottawa en jouant avec les Acorn. Donc, j'ai enseigné l'anglais, pas le français, l'anglais et le piano. Donc, j'ai fait des cours privés sur le côté pour, comme, en tout cas... Payer le loyer. Oui, entre les tournées. Puis après, comme un bout de temps, c'était vraiment entre comme 2004 puis 2008, c'était assez intense et j'étais comme capotée après une période, vraiment fatiguée. Ben oui. Et aussi, j'ai trouvé qu'avec cette expérience, que même si c'était fun de manger des burgers puis bière puis faire des tournées, moi, j'étais beaucoup plus intéressée avec le processus dans le studio. OK. Le mixage, l'arrangement, tout ça, donc...
Parce que tu as commencé à t'intéresser à ça, mais tu as commencé à participer même pour le band. Tu participais au mix, tu étais présente. Oui, on a été probablement trop présents pour le goût des ingénieurs, comme vraiment dans le studio, même pour le batterissage, comme à la fin. Qui veulent justement avoir un peu de contrôle, puis là, c'est impossible. Pourquoi la bande est dans la salle, ouais. Mais c'est donc à ce moment-là que tu as eu un intérêt pour, comment je peux dire, un peu tout ce qui est caché, un peu de la musique, au-delà du son, comment fabriquer le son, on pourrait dire. Oui, mais... Ouais, j'ai jamais vraiment pensé de ça, mais je suis devenue intéressée par la composition, comme production comme un conduit, vraiment. OK. Ouais. Et là, tu te diriges tu décides d'aller faire des études finalement, changer un peu, comme tu dis, changer de vie un instant. Et quand tu arrives à l'université, donc tu dois, pour l'écriture, je présume, tu dois présenter un ouvrage, tu dois présenter un truc comme pour une audition pour entrer, ou je sais pas comment ça marche nécessairement, mais... Ouais, j'ai oublié, en fait. Je pense que j'ai fait quelques lignes de contrepoint, puis des trucs d'harmonie, pour montrer comme mon que niveau. t'étais capable. Ouais, que j'étais capable de plonger, puis mon niveau de français et tout ça. Donc, c'était vraiment... Ouais. OK. Simplement. Et t'as eu quel professeur à l'université? Donc, quand j'ai commencé à avoir des cours privés, j'avais François Hugues Leclerc, Anna Sokolovitch, Pierre Michaud. OK, quand même. Des super profs qui t'ont justement guidé là-dessus. Quand tu as commencé à écrire, comme c'est drôle de te dire, j'ai fait pour l'audition, j'ai justement écrit un contrepoint quelconque, tout ça. Donc, tu arrives, je connais un peu le diplôme d'écriture de l'Université Montréal, qui est très réputé, dans lequel, justement, tu dois travailler, tu dois manier plusieurs styles. Tu dois être capable d'écrire de telle façon. Et aujourd'hui, tu as élaboré ton style à toi, qui n'est pas nécessairement celui qu'on apprend à l'université. À l'université, on apprend à manier justement l'écriture, mais à travers ça, tu dois te définir. Tu dirais, c'est à quel moment que tu as réussi à trouver ton genre? Comme au mi-chemin de le master's, je dirais, mais c'est vraiment difficile de trouver. Moi, j'ai commencé quand j'avais 28, donc j'étais déjà adulte, j'étais déjà un peu clair dans ma tête, pourquoi je suis ici. Mm-hmm. C'est quoi des cours où je suis pas intéressée. Il y a certainement des cours que j'ai pris où j'étais non, c'est pas intéressant pour moi, mais ça va me donner tel utile. Donc j'étais vraiment vraiment ouverte et reconnaissante, mais c'était déjà très clair pour moi qui et quels cours vont me guider dans ce processus de compositrice. Mais le moment où j'ai réalisé OK, ça c'est ma voix, c'était quand j'ai rencontré Anna, je dirais pendant le master's, j'ai vraiment commencé de développer un style. Mm-hmm. Ouais, parce que même on a argumenté toujours avec beaucoup de on dit très, très amical dans le sens que des fois elle me pousse et j'étais non, je veux garder ça comme ça et c'est dans ce moment c'est non parce que ça c'est quelque chose à moi. Oui. De tenir à une idée et aussi d'explorer un peu plus alentour de tout ça. Moi, écoute, je vais quand même faire un petit moment de lecture intéressant ici parce que tu as une magnifique bio. Écoute, c'est drôle parce que je reçois toutes sortes de gens ici. Il y a des gens, des fois, qui n'ont même pas de bio. Il y a des gens qui ont des bios qui ne sont pas à jour. Toi, elle est à jour. Je trouve ça cool. Mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que souvent dans les bios de compositeurs, on va comprendre de toute l'élaboration de leur carrière. Tout ça. Toi, ça commence avec... Ça explique ta démarche. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool. Je veux quand même qu'on passe à travers un petit peu, ça ne dérange pas. Je vais la lire un peu, puis après on va en parler. Donc, sa démarche embrasse un amour pour les sons et méthodologies électroacoustiques manipulant et déformant des sons acoustiques à l'aide d'outils numériques. Elle rend ensuite ces transformations sous forme de transcription écrite, les traduisant à nouveau dans le domaine acoustique. Elle s'intéresse à l'expérience émotionnelle et affective, aux phénomènes auto-organisationnels dans la nature et chez les êtres vivants, ainsi qu'à l'estompage des frontières entre genres musicaux. Elle superpose et agence des éléments mélodiques et harmoniques distillés de sources sonores très contrastées. La distorsion des attributs temporels, fréquentiels et timbraux permet de fusionner le langage tonal traditionnel et des gestes bruitistes d'inspiration plus électroacoustique. Là, je lis ça, moi, je suis musicien,
et je comprends tout. Maintenant, on va essayer de mettre d'autres mots là-dessus en ce moment. Donc, quand tu dis que ta démarche, justement, tu vas avec des méthodologies électroacoustiques et que tu manipules et tu déformes des sons, comment tu composes, en fait, quand tu pars du jour 1 d'une nouvelle œuvre qui est basée sur cette idée-là? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu prends une petite machine portative avec un micro? Est-ce que tu vas à la chasse à du son? Ou l'effet contraire, tu essaies d'écrire quelque chose en premier, puis après, tu comprends ce que je veux dire? J'essaie juste de comprendre la démarche en soi. Oui, ça change légèrement entre chaque pièce, dépendant de le concept puis tout ça, mais je donne un exemple. La dernière pièce que j'ai complétée, c'était une pièce orchestrale pour l'esprit. Excavated Sound. OK. Donc, c'était inspiré par cette idée qu'on peut vraiment comme creuser puis trouver les sons qui existent toujours vraiment dans la terre. Et donc, j'adore ces genres de concepts. Donc, pour moi, je passe des semaines juste en lisant des livres, surtout scientifiques, ou sur les séismes. Philosophiques, surtout des questions ou des solutions posées qui maintenant sont pas vraies. J'adore des propositions comme vraiment absurdes ou abstraites, et je prends ça comme concept pour comme chercher pour ça comme scientiste, mais avec la musique. Donc je passe comme la première au moins une semaine intensivement, avec tout fermé, avec des livres, avec juste des sons, juste en écoutant des autres compositeurs, pas pour comme sonner comme ces compositeurs, mais vraiment juste comme des fragments de sons de l'histoire. En tout cas, pour cette pièce, j'ai créé comme une playlist les premières chansons on a trouvé dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Juste écouter des sons, les premières chansons, les sons qui étaient comme recréés en lisant des trucs creusés dans les roches, juste pour comme avoir une idée de c'est quoi les parallèles, c'est quoi les trilages. Donc, je passe beaucoup de temps en faisant ça. Puis après, pour cette pièce, j'ai superposé tous des fragments de cette chanson dans le logiciel, comme Logic par exemple, et je commence à jouer et transformer tous les sons. Donc, c'est pas juste comme je prends chaque track, je trouve un moment où, des fois, juste une layer, je joue beaucoup avec les EQ, où j'étire le son, où je boucle un moment que j'adore qui sont comme une... Ouais, quelque chose que t'aimes. Puis je commence à juste comme superpose, puis joue, mélange. Il y a quelque chose qui est quand même... qui est un peu justement du mix, un peu comme un remix. Ouais, un peu comme scratch artist, DJ. Ouais. Ouais. Il y a quelque chose qui ressemble à ça, sauf que la différence, c'est que lorsque tu mets ça justement sur un programme comme Logic, tout ça, une fois je pourrais dire, le schéma établi, une fois qu'il est fait, tu dois mettre ça sur papier pour que les interprètes puissent le jouer. Là, qu'est-ce qui se passe pour se rendre là, à ce moment-là? Est-ce que c'est de la dictée, c'est que tu écoutes le son final et là tu te mets à prendre en note, je pense que c'est un si, je pense que c'est un do, là tu le mets dans un vocabulaire qu'on pourrait dire occidental, on pourrait dire ainsi. Je fais comme des transcriptions de hauteur, de rythme et de timbre. Et de timbre, ok. Ouais. Mais vraiment, souvent, la chose qui est intéressante, c'est comme vraiment des sons assez complexes. Oui, c'est ça. Et l'idée, c'est pas d'être précis, l'idée, c'est d'être inspiré par ces sons complexes pour recréer des gestes, des fois traditionnels mélangés avec des choses nouveaux et des fois très contemporaines, ou juste de trouver des autres gestes sur l'instrument pour essayer de jouer, en tout cas, juste inspiré par ces sons complexes. Donc, c'est vraiment cette étape qui est le plus intéressante pour moi. Oui, c'est certain. Puis là, tu dois justement manier bien le vocabulaire que j'utilise, justement, lorsque je lis de la musique, pour essayer de communiquer cette idée-là. Est-ce que ça t'arrive parfois que tu remets la partition à des musiciens, des musiciennes, et là, les gens commencent à lire, puis là, tu fais « ouais, c'est ça, mais c'est pas nécessaire. On est encore loin. » Est-ce que ça t'arrive des fois de donner l'enregistrement que tu as fait sur Logic pour qu'on entendre un peu tes intentions, ou ça c'est un truc privé qui t'appartient que tu ne partages pas? C'est pas le fait que c'est privé. En fait, c'est rare que je fais toute comme une esquisse sur Logic. Des fois, c'est juste je fais comme un geste, comme c'est comme un geste
je sais pas, comme ce genre d'oiseau qui crie et moi j'avais mis ça dans l'auto, je sais pas, quelque chose. Des fois c'est juste des fragments parce que ça prend beaucoup de temps. Mais pour cette dernière pièce, j'ai fait presque la moitié de la pièce. Puis après un bout de temps, j'ai commencé à rencontrer des limitations dans le logic que je voulais pas avoir pour la pièce. Donc j'ai comme, en tout cas. Okay. Mais oui, ça arrive souvent et des fois je dis juste des mots comme oh non, c'est vraiment un métier à tapisserie. Ça, comme je juste donne l'idée ou ça c'est plus comme où je chante. Mais des fois, j'explique, non, j'aimerais que ça sente vraiment comme une fantôme. Toi, tu es une fantôme de elle. Comme, je suis pas du tout gênée d'expliquer comme le concept, mais... Mais il y a une poésie un peu aussi à travers tout ça dans la musique. Évidemment, je devrais quand même mentionner, j'ai joué de ta musique avec mon quatuor, Molinari. On s'est rencontrés, on avait fait un... Moi, en fait, quand on est quatuor, on essaie toujours de trouver du nouveau répertoire. Et t'avais déjà quand même un beau petit corpus de quatuor. Je pense que t'en avais 3 ou 4, je me souviens plus par cœur, environ. Puis là-dedans, on avait pris une des pièces qui était un seul mouvement, dans lequel, justement, tu t'amusais à prendre des fragments de Beethoven, si je me souviens bien, dans lequel tu rajoutais justement ces sons-là. Et j'avais trouvé ça très, très cool, puis assez original, parce qu'en ce moment, les gens essaient toujours de pas trop regarder le passé pour écrire. Ce que je trouve, et c'est là ma question, est-ce que tu écoutes encore la musique des compositeurs morts, la musique des morts, si je pourrais dire ainsi, ou tu évites ça? Est-ce que ça fait encore partie de toi, des fois tu en écoutes, ou tu te dis, ah non, j'aime mieux pas trop avoir mes oreilles vers ça, puis tu les tends plus vers le futur? C'est ça que je me demandais. Non, j'écoute beaucoup de musique des personnes mortes. C'est bizarre à dire, mais c'est un peu ça, c'est un peu vrai. C'est la musique des morts. Dès qu'on regarde les Beethoven, Tchaïkovski, toutes les périodes romantiques, puis même Ligeti, Shostakovich, ils font partie de la catégorie des morts. C'est vraiment... C'est-tu triste? Non, c'est pas si triste quand même. C'est pas triste. Mais j'écoute pas cette genre canon dans une façon comme où j'ai mis tout le monde sur des pédestals, ou vraiment dans une étude sérieuse. C'est plus comme quand je fais des vaisselles, je peux écouter. Ça dépend de mon humeur. Comme des fois, je veux écouter, en tout cas, Beethoven, des contre-accords, ou des fois, j'aimerais écouter comme le bon hiver, comme... Ouais, c'est ça. Donc, c'est juste... Ça. Ouais, donc moi, il faut que j'écoute des choses vraiment contrastantes dans le même jour, comme pour moi, de comme... Okay, donc ça, c'est vraiment important pour moi, cette idée de comme genre blurring, puis de réaliser que quand je compose, tous les sons dans mon tête et vraiment pas juste les sons de Beethoven. Parce que ça, c'est la chose qui, je trouve, frustrant avec l'étude de composition et musique en général. C'est juste, on regarde vraiment juste musique sérieuse, puis... Ouais. La réalité, c'est tous les compositeurs qui composent maintenant. Qu'est-ce qu'on écoute? Mais qu'est-ce qu'on écoute? Juste des sons autour de nous, entre les autres genres, des choses contemporaines en musique, plus comme classique contemporaine, des choses personnellement. C'est vraiment un mélange et ça, c'est la chose qui est intéressante. Et si on peut vraiment comme... Donc, c'est vraiment un peu comme... Ça, c'est mon doctorat dans un nutshell. Vraiment, comme j'ai essayé de vraiment... Pas contrôler, mais... d'être plus conscient de comment tout ça affecte comment je compose. Ouais. Puis, puis c'est important d'être honnête aussi sur tes oreilles. Parce que, comme tu dis, dans une journée, moi, en tout cas, peut-être qu'on est bizarre aussi, parce que moi aussi, je suis stylistiquement, je peux aller de A à Z assez rapidement. Ça me gêne pas d'écouter le dernier disque de Kanye West suivi de... Je sais pas, là, n'importe Mendelssohn, ça m'a jamais été un problème. Cela dit, il y en a quand même aussi qui aiment plutôt rester dans une zone peut-être de confort, on pourrait dire, dans laquelle ils composent, mais c'est vrai que si tu suis ça va sûrement t'aider à trouver des nouveaux sons, on peut dire. Pour toi, c'est quoi les grandes qualités d'un bon ou d'une bonne compositrice, selon toi? Oula. Non, c'est une tough question. Mais en même temps, tu sais, c'est un regard. Tu sais, moi, si je parle de c'est quoi un bon interprète, tu sais, moi, je sais déjà un peu où est-ce que je m'en vais. Mettons, un bon interprète, pour moi, c'est quelqu'un qui pratique bien. C'est quelqu'un qui a une rigueur sur son intonation, qui a une rigueur sur
sur le rythme, mais aussi d'être capable de prendre une partition puis d'essayer, du moins le plus, respecter ce qui est écrit sur le papier. Tu sais. Et ne pas prendre sa signature, son son personnel, prendre le dessus sur la musique. Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est souvent important et c'est souvent le contraire. Tu sais, tu vas entendre quelqu'un qui va prendre un texte musical puis il va le mettre à son avantage pour ses qualités à lui ou à elle, puis qui va prendre du temps, alors que, tu sais, des trucs qui sont pas du tout écrits sur la partition, ça m'énerve. Donc, moi, dans mon univers à moi, un bon musicien, c'est ça. Maintenant, en composition, c'est quoi? Donc, c'est dans mon univers à moi, c'est vraiment personnel. Oui, c'est personnel. Des personnes vulnérables. OK. C'est pas que je pense qu'il faut que tu es vulnérable de composer bien, mais moi, je suis souvent attirée à des compositeurs, compositrices qui sont plus connectés avec leurs émotions, pas dans le sens où c'est comme très expressive émotionnellement ou direct, comme « Ah, ça, c'est très triste », mais vraiment juste, où c'est, des fois, ça peut être vraiment limpide, puis vraiment statique, mais c'est très émotionnel, et des fois, c'est très expressif, et c'est très émotionnel. Donc, pour moi, c'est juste ce genre de côté honnête, parce que des fois, il y a beaucoup de compositeurs qui sont très, très impressionnants, mais c'est juste des notes, c'est juste... Pour moi... c'est très clair. Quand je commence à écouter une pièce d'un compositeur triste, c'est comme, oh non, ça c'est juste quelqu'un qui veut être quelque chose d'impressionnant. Et des fois, c'est comme quelqu'un qui veut accueillir les gens. OK. Donc, mettons, en prenant ces qualités-là, est-ce que tu serais capable de me nommer peut-être... Non, mais ça veut dire que ça veut dire des compositeurs ou compositeurs que tu admires pour ce genre de qualités-là. Salvatore Sciarrino. Comment? Salvatore Sciarrino. Ah oui? Okay. Oui, c'est comme mon compositeur préféré. Moi, je ne connais pas assez cet univers. Pour être franc, c'est super gênant de l'avouer. Mais je sais en plus que je pense que tu as étudié. Oui, j'ai étudié avec lui 3 étés à Siena, Guyana. Okay. Ouais. Donc, j'étais vraiment inspirée par lui. OK. Ouais, parce que la première fois que j'ai entendu ses œuvres, c'était vraiment pas super loin de maintenant. En tout cas, c'était dans la chapelle historique. J'oublie qui a organisé ce spectacle, mais c'était comme une suite de toutes ces pièces solo. Okay. Et moi, je ne savais pas du tout qui était, puis j'ai pas regardé ses partitions, et j'étais très émuée par le concert. Et pour moi, les pièces étaient vraiment minimalistes, puis directes, puis simples, dans le meilleur sens. Et après, quand j'ai cherché à regarder les partitions, ils étaient hyper complexes. Ah oui, hyper exigeants. Et j'étais comme, oh! Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'il travaille fort. Son recherche est extrême, mais l'idée est honnête. Okay. Donc, c'est vraiment cet équilibre comme... Je pense c'est intéressant quand tu es allé loin et tu travailles fort avec les musiciens pour vraiment comme de mieux exprimer ton idée, mais l'idée peut être vraiment comme une autre tenue pour comme 20 minutes. Donc pour moi, c'est ce contraste qui est très beau et j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Ah oui, donc c'est des partitions complexes finalement. Pas toutes, probablement, mais... Plus, ça peut être vraiment des graphic scores, ça peut être n'importe quoi, mais c'est juste comme quelqu'un qui travaille super fort pour les idées un peu d'adolescence ou d'enfance. Pour moi, c'est important d'avoir cet équilibre. Et c'est juste... Parce que souvent, je tombe sur des compositeurs tristes qui sont un peu complexes dans leurs idées et c'est pas bien exprimé. Okay. Donc, pour moi, je cherche le contraire. Donc. Et quand tu as étudié avec lui, c'était justement en 2017, 2018, 2019. Et donc, c'était une rencontre importante pour toi? Super important, oui. Donc, en plus de faire des belles pièces, il était une personne chouette avec qui travailler. Oui. Il est vraiment un caractère. Comme j'ai pas tout compris tout ce qu'il a dit. On a parlé en anglais, en français, un peu en italien. Et c'était un peu... En tout cas, j'ai manqué beaucoup de choses, mais il est quelqu'un qui dit pas beaucoup, mais quand il parle, c'est comme... Oui, je comprends. C'est clair. Et le message passe. C'est pas toujours clair, mais c'est toujours comme poignant, puis c'est honnête. OK. Ouais. C'est cool. Mais il est très abstrait comme personnalité, puis en tout cas, j'ai adoré mes études là, puis j'ai tombé sur tous les musiciens de vraiment haute qualité quand j'étais là aussi, puis les autres compositeurs. J'ai tombé en amour avec la scène musicale en Italie, en fait. Ah oui, mais là, c'est immense là-bas.
Ah oui, c'est Vraiment, immense, c'est vraiment. chambé. Puis il y a plusieurs courants. En plus, les gens ne le réalisent pas. Il y a pas juste une seule école. Il n'y a pas juste une seule façon d'écrire en Italie. Là. Ça, je trouve ça quand même cool. En ce moment, si j'avais... OK, parce qu'il y a des gens qui écoutent l'émission en ce moment, ils te connaissent pas. Si ces gens-là avaient à te rencontrer musicalement, quelle est, à l'heure actuelle, parce qu'il reste encore beaucoup d'années pour toi à écrire des pièces, mais mettons à l'heure actuelle, on est quoi aujourd'hui, le 14 juillet, l'épisode va sortir plus tard, mais 14 juillet 2022, la pièce qui te représente le mieux? Je suis rushant avec mes questions un petit peu. Mais c'est quand même des questions pertinentes, je trouve, parce que, regarde, moi, je vais aller pour mon côté. Souvent, avec le Quatuor Molinari, les gens me posent souvent la même question. Des gens que je connais pas beaucoup, qu'on se rencontre, qui sont pas nécessairement musiciens, ils vont me dire « Ah, tes albums sont sur telle plateforme, OK. C'est lequel le disque que tu es le plus fier et celui que tu trouves que ça te ressemble plus? » Puis à chaque fois, puis ce qui est bizarre, c'est que je change des fois d'idée un peu. Mais admettons, en ce moment, par exemple, mon disque de John Zorn, lui, je suis super content de dire « Ah, ça, je trouve que ça représente ce qu'on a fait de super. » Il y a aussi mon disque de Courtag. J'essaie toujours entre ces deux-là, mais c'est mes deux disques que je trouve qui sont ma carte de visite. Mais... je vais tricher, je vais donner plus qu'une réponse. OK, parfait. OK, donc... 2. Ah non, OK, 3. C'est bon. Vas-y. Donc, Dust, le contre-record que vous avez joué. OK. Pour moi, je trouve que mes concepts de jouer avec la mémoire, puis les émotions et comment les émotions vont interagir avec les sons dans nos têtes, tout ça, je trouve très limpide puis très clair. La cuisine est claire dans un bon sens, je pense, dans cette pièce. Okay. Et je suis très fière de cette pièce. Et au même niveau, dans le sens que les choses que j'explore, j'ai une pièce orchestrale à perte de vue où je suis très fière. Et ça explore vraiment ça, mais plus dans l'orchestration. Quel est le nom encore, celle-là? À perte de vue. À perte de vue? Ouais. Et ça, c'était une pièce que tu as créée récemment? En 2016 ou 2017. OK. Avec qui? Avec quel ensemble? C'était comme un prix pour l'anniversaire de l'Orchestre de l'Université de Montréal et c'était dirigé par Otto Boudreau. OK. C'était excellent. comme une co-présentation. Est-ce qu'on peut les trouver, ces pièces-là, pour l'écouter? Ben, Dust, oui, on peut l'écouter. Ouais. D'ailleurs, tous les liens, je vais les mettre sur notre site. Mais Dust, avec Molinari, on a fait un enregistrement qu'on peut entendre. Puis il y en existe d'autres aussi, d'autres quatuors qui l'ont enregistré. Celle-là, elle est disponible? Il y a un extrait. OK. Sur SoundCloud. Donc, c'est une pièce orchestrale, je ne peux pas mettre tout ça en ligne, mais oui. je donne un extrait de ça. Et aussi un extrait, le Toronto Symphony Orchestra ont joué ça aussi, donc j'ai deux tempi vraiment différents. Ouais, c'est des interprétations vraiment différentes avec des acoustiques très différentes, donc moi, je trouve ça intéressant. Oui, j'ai ces deux extraits sur mais là, mon SoundCloud. T'en avais un troisième aussi, peut-être, que tu voudrais dire, une troisième pièce? Oh oui! Oh merde! C'était quoi? C'était, voyons... Pourquoi je bloque sur ça? Wow! On est mélangé dans son propre catalogue. Je pensais pas que ça se pouvait de... Oh oui, oh my God. Okay. Non, Arras. OK. C'est la pièce qui a gagné le Juno. Ah, OK. Mais je dis Arras parce que pour moi, Arras, c'était vraiment une synthèse de tout ce que j'explore, mais avec une complexité plus exigeante que je commence à explorer plus. Et en plus, c'est une pièce qui était inspirée par mon propre histoire dans la famille. Donc, c'est vraiment comme une présentation de moi dans un côté personnel aussi. Wow, OK. Et qui a rapporté, en plus, un Juno. C'est interprété encore par qui, cette pièce qui est disponible sur disque? Oui, donc l'interprète, c'est le Nouvel Ensemble Moderne. C'est ça. Lorraine Vainqueur. Et donc, ce disque qu'on peut retrouver justement assez facilement avec l'ensemble. C'est Anna Lecter, c'est sur Anna Lecter. Exactement. Bon, mais tu vois, quand même, là, moi, je trouve que c'est assez clair. Il y a une belle carte de présentation. Si les gens sont curieux d'entendre ton travail, au moins, on sait où aller. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent, qui sont excitants, que tu as le droit de discuter un peu, ou c'est tout dans l'ordre du secret? Non, je pense que c'est tout
annoncé dans un sens. Je vais parler des pièces qui sont vraiment claires. Parce qu'il y a les autres où c'est pas caché, mais la date est pas très claire, donc je sais pas. Okay. Donc, je compose actuellement une pièce pour l'Orchestre Siena. Okay. Et ça va être le mai prochain. OK. Et puis une pièce avec l'Orchestre Métropolitain, Yannick, ça va être juin prochaine. OK. Et... T'as une grosse année avec ça, déjà. Ça va t'occuper pas mal. Oui, c'est pourquoi je prends pas les vacances. Une pièce pour Francesco Dillon, un violoncelliste en Italie, donc je vais... Mais là, comme tu dis, une pièce pour violoncelle, c'est cool. Le 2 pièces pour orchestre symphonique, est-ce que c'est la première fois que tu as écrit pour un format aussi large symphonique? Il me semble que oui, parce que les autres pièces étaient des petits ensembles. À perte de vue et les étonnants, j'ai 2 autres pièces orchestrales. Ça, c'était orchestral, ouais. plein. Mais est-ce que c'est... Comment je vais dire? C'est pas une symphonie, c'est une pièce de genre? C'est une courte pièce ou c'est une longue pièce? Les deux pièces, les 2 commandes de symphonique cette année? C'est comme 15 minutes. Quand même? Ouais. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que les gens ne sont pas au courant. Dans l'univers de la composition dans notre pays, c'est que souvent, un compositeur, compositrice vont se faire demander une œuvre et il y a un minutage qui est relayé à ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est le cas ici? C'est oui. Ça, ils t'ont dit, on veut... Entre 7 et 10 ou 7 et 10. 12 et 15. C'est ça. Donc, le temps est calculé pour la performance parce que, justement, le temps de répétition est limité avec les orchestres, donc on doit jouer avec ça. Donc, des fois, peut-être, est-ce que des fois, ça crée une frustration, justement, ces limites de temps-là? Parce que tu te dis, j'ai une bonne idée entre les mains, je pourrais comme faire une immense extension là-dessus, puis là, t'es obligé de restreindre ton idée, ça t'arrive? Oui, ça dépend de le contexte et pourquoi, et aussi comme le numéro, parce que, en tout cas, moi, quand je vois des commandes de comme 5 minutes pour orchestre, je suis un peu comme capotée. Non. Ouais. Pour moi, ça, c'est pas vaut la peine de commencer, même. Comme... 5 minutes, ça existe? Il y a du monde qui ont... Non, j'ai vu ça. J'ai vu comme un appel pour ça et j'étais comme, nope. Comme... Non. Comme, pour moi, ça, c'est un peu comme... En tout cas, moi, je suis vraiment... Qui a dit ça? Je pense Nagano a dit ça dans une présentation. Il dit quelque chose comme quand une organisation, un orchestre ou n'importe quoi ensemble fait une commande, il faut être... Je sais pas offensive, mais il faut être direct puis comme très clair avec ça. Souvent, des choses sont présentées comme an afterthought, comme Oui, c'est ça. Et pour moi, je trouve ça pour l'ensemble, pour le compositeur, pour le public, c'est jamais intéressant quand c'est juste comme... Mais je comprends pourquoi ça existe comme ça. Ouais. Mais moi, je trouve ça frustrant. Des fois, quand les thèmes sont imposés, des fois, c'est très... Ah oui, ça arrive, ça aussi. Ça arrive presque toujours. Presque toujours. Mais OK. moins en moins, parce que des fois, je suis comme contactée parce que je... Mais oui, comme, OK, j'aimerais que tu fasses une pièce qui parle de Mozart ou qui parle souvent des compositeurs morts. Ouais, non, c'est ça. Et des fois, c'est intéressant. Et j'avais composé une quatuor à cordes qui parle de Mozart et c'est une de mes pièces préférées. Mais j'étais vraiment frustrée au début parce que c'était pas dans mon chemin de pensée déjà. Donc, c'était un peu comme... Mais je pense souvent à l'art public, c'est un peu comme les artistes visuels. Ils font un appel de dossier, puis là, il y a un thème, c'est super précis. Puis là, puis je vois toujours l'effort de l'artiste de faire sa signature à travers ça, puis c'est pas facile, là. Des fois, il faut que tu oublies un peu ton style pour rentrer là-dedans. Donc, mais si, par une magie quelconque que je peux opérer aujourd'hui et t'offrir tout ce que tu veux dans le format musical, la formation que tu veux, une œuvre dans un style, ça serait quoi exactement? Qu'est-ce que tu aimerais composer qui est off-limit, dont laquelle toutes tes idées pourraient passer? Est-ce qu'il y a une espèce de rêve quelque part encore sur une pièce que tu voudrais créer? Et là, je parle aussi même des ensembles. Là, je veux dire, là, c'est sûr que tu as beaucoup couvert. Je pense, j'ai l'impression que tu as écrit quatuor à cordes, tu as écrit pour des instruments solos. Et là, tu as l'orchestre symphonique. L'orchestre symphonique, souvent, certains vont voir ça comme l'apogée
de l'écriture? Est-ce que c'est encore ça pour toi, tu sais? Mais je suis conscient quand je reçois une commande, parce que ça arrive assez récemment que ça commence pour moi professionnellement. Je suis très reconnaissante. Mais pour moi, je suis vraiment attirée par des ensembles hétérophoniques, des ensembles homogènes, comme donne-moi comme 10 contrebassistes ou je sais pas, 8 flûtistes, mais peut-être pas 8 flûtistes, mais en tout cas, des choses comme ça. Moi, je trouve ça quand l'orchestration est comme pas là d'explorer, parce que tu es forcé d'explorer les termes. Donc, des choses comme ça qui peuvent être vraiment acoustiquement intéressant ou visuellement intéressant, ça m'intéresse. Mais en tout cas, j'ai vraiment une liste des pièces comme j'aimerais composer. J'ai déjà comme des esquisses, c'est juste il faut que je fasse une commande pour de l'argent, tout ça, mais pour une quatuor à batterie. Quatuor à batterie? Oui. OK. J'ai déjà parlé avec l'architecte, c'est déjà comme une germe qui était plantée, mais c'est juste, il faut qu'on fasse une résidence. J'aimerais que c'est à Darling Foundry, j'aimerais explorer les vidéos avec ça, donc c'est quelque chose que j'aimerais explorer beaucoup, mais j'aimerais mieux, comme faire ça le mieux possible, donc j'ai besoin de temps. Puis, tu parlais de vidéos, oui. De plus en plus, les gens vont vers ça, l'espèce de multimédia. Ouais. Comment tu te situes par rapport à ça? Clairement, je trouve, comme tu disais, c'est un projet qui t'intéresse. Est-ce que tu aimes ça, accompagner l'auditeur avec un indice visuel, ou des fois tu préfères juste les couper ça raide, dire regarde, prenez le son, puis arrangez-vous avec votre imagination? Est-ce que... Moi, je suis légèrement contrôlante dans le sens que je pense, je suis née dans un théâtre, comme si je suis donnée comme, si je suis équillée à les rencontres pour comme, OK, parler de l'éclairage, tout ça. C'est très visuel, c'est très clair dans ma tête. Comme. Tu dis, je suis née dans un théâtre? Pourquoi tu dis ça? Mais dans le sens que c'est très naturel pour moi de comme, si le directeur artistique est ouvert de parler avec moi, ou ils ont un budget comme... Ouais. Moi, je serais là, OK, est-ce qu'on peut faire des éclairages comme ça? J'ai déjà les images dans un dossier sur mon ordinateur. Oh my God, OK. Pour moi, c'est vraiment l'expérience. C'est pas juste le son. C'est vraiment comme l'expérience qui est intéressante, donc... T'as-tu déjà essayé de toucher à d'autres formes d'art que la musique? Ou mais j'aime prendre des photos... j'aime prendre des photos, mais c'est quelque chose que je fais juste pour moi-même. OK. Ouais. Pas avec l'ambition de faire autre chose? Non, pas vraiment. Mais en tout cas, j'avais composé pour le film, pour le dance, mais ça, c'est plus intérêt. Oui, c'est ça. Exactement, ouais. C'est encore intérêt composition. OK. Non, mais parce que tu parlais que tu aimais la scène, je me suis dit pour un instant, je serais pas surpris que tu aies fait des cours de danse ou que quelque chose comme ça, multidisciplinaire. Là. Quand j'étais jeune, oui. Mais parlons je dis de danse, mais parlons de sport. Moi, j'en reviens pas. N'importe qui te suit, je pense que tu es la seule compositrice dans le monde qui prend des cours de boxe. Mais vraiment. Puis, en plus, il y a quelques vidéos que des fois, on peut te suivre justement sur les réseaux sociaux dans lesquels on te voit au combat, ainsi, ou en entraînement. Entraînement, devrais-je dire. Écoute, je les ai regardés quelques fois, ces trucs-là, puis j'étais impressionné, là, parce que moi, le sport, c'est nouveau dans ma vie, puis la boxe, ça fait un petit bout que je le considère... Pas pour en faire, mais juste l'entraînement de boxe. Je trouve que c'est quelque chose qui a l'air passionnant. Puis je suis allé lire là-dessus. J'ai un peu peur pour mes mains, évidemment. En tant qu'interprète, j'ai peur un peu du choc des mains. Mais toi, depuis quand tu te lances là-dedans? C'est quand même fou, là. Mais c'était vraiment comme un moment de magie. J'étais vraiment comme full stress au début de l'année. J'ai fini mon doctorat, j'avais les prix Opus, puis Junos, donc toutes les choses beaux, mais j'étais comme vraiment dans un moment de pivot dans mon vie. Et j'étais comme, Et j'ai comme, je pense que mon ami Radwan a parlé de la boxe une fois. Puis c'était juste tombé dans ma tête parce que j'avais parlé de quelqu'un qui a parlé d'une bonne communauté qui était vraiment comme inclusive, puis accueillant, puis intéressant, en tout cas. Mais ça, donc la boxe, c'est un projet pendant la pandémie? Non, j'ai commencé comme en fait, c'est juste comme 3 mois et demi. Okay. Mais je suis... Comme toutes les choses que j'ai fait, que j'ai tombé en amour avec ça après comme quelques cours. Donc, je suis devenue un peu comme obsessive. Donc, je m'entraîne comme... Yes. Si je suis permise comme 4 fois chaque... Mais le coach dit non, c'est trop. Donc, j'ai fait comme 3 fois chaque semaine, maximum. Mais je commence à faire le sparring aussi. C'est quoi le sparring? Excuse-moi, Mais c'est quand tu es plus dans le ring et okay. tu travailles toutes les
tous les skills que tu as appris plus dans le contexte d'une vraie fight. Donc, T'as-tu eu un vrai fight? non, je suis pas du tout prêt. Mais ça va arriver, oui. Ça va arriver quand je suis... T'aspires à faire ça, là, aller sur le ring te battre contre quelqu'un? Oui. My God! Mais honnêtement, et je veux pas comme nommer les noms, mais j'ai déjà vraiment... C'est vraiment... La communauté, c'est super. Le coach, c'est super. C'est le club de boxe universel. Je vais nommer le... C'est à quel endroit, ça? C'est dans... viennent de déménager dans leur nouveau endroit. C'est sur Beaumont, vraiment à côté de Metro Park. OK. Ouais. OK. Puis, donc c'est super cool. Puis, en tout cas, moi, j'ai déjà attiré des autres artistes. Donc, c'est vraiment... On a commencé à avoir des autres compositeurs, des autres chefs, des autres personnes, des autres violonistes. Donc, il y a des personnes... OK. Il faut falloir que je parle à ces gens-là parce que c'est ça. Moi, c'était ma grande peur, c'était les mains. Mais peut-être qu'au fond, il y a des... faut dire, il y a des gants quand même. Oui, il y a des gants, puis des gants, puis il y a beaucoup de monde là qui sont des musiciens. OK. Donc, il faut attention quand même à essayer de pas trop se défoncer. Oui, là. puis le coach fait beaucoup d'attention de parler. Tu vas avancer lentement. Oui. Tu vas comme rapporter toutes tes blessures, tout ça. C'est vraiment tranquille. Il y a beaucoup de monde là qui entraîne et qui est là juste pour entraîner. Ça peut être récréatif, ça peut être compétitif, ça peut être... En tout cas, il y a vraiment des niveaux différents. Donc, c'est fun pour moi parce que moi, je peux faire ça une fois chaque semaine si je suis vraiment abordée avec le travail, ou je peux aller folle dans l'été quand j'ai plus de temps flexible. Et je peux être entourée avec les personnes qui viennent de commencer ou les personnes qui sont comme presque des pros. Donc, pour moi, ça, c'est super fun. Écoute, moi, ça me fait rire parce que j'ai reçu dernièrement Mélanie Léonard, chef d'orchestre. Ouais. Mais elle me parlait de ces espèces de routines d'exercice qu'elle fait, qu'elle a un kinésiologue qui l'aide. Et c'est vraiment... son exercice aide son métier. Moi, dans mon cas, je fais beaucoup de courses. Moi, je pense que la course aide justement à gérer mon stress, mais aussi à avoir un meilleur cardio, à mieux respirer quand je joue. Toi, ton sport, qui est la boxe, est-ce que ça mène quelque chose de bien dans ta composition? Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Ah oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si ça... Pour moi, deux choses. Donc, premièrement, c'était un choix conscient dans le sens que je pensais de la boxe ou comme mes préjugés, comme, OK, qu'est-ce que je pense la boxe va apporter pour moi? Et j'avais raison. Comme moi, je trouve que ça me force d'être présente, d'être très concentrée, d'être dans... en tout cas, pour moi, je suis quelqu'un qui aime toujours comme entraîner comme toute seule. Mm-hmm. Donc, je pense, je fais des listes dans ma tête. Je suis pas dans le présent. T'es pas dans le présent? Quand je cours, comme... Non. Mais je suis... Non, avec le boxe, oui. Comme avec le boxe, tu oublies... Oui, tu es forcé d'être dans le présent. Si tu commences à penser des autres choses, tu vas être frappé. Donc, pour moi, je voulais choisir quelque chose qui est très comme... Ça, c'est incroyable quand même, qu'est-ce que tu dis là, que ta technique pour te ressaisir du présent, c'est faire de la boxe parce que tu pourrais te faire frapper. T'sais, moi, j'ai lu des livres. Moi, j'ai des gros problèmes dans le passé là, d'être dans le présent. J'ai lu des livres, là, le moment présent, comment saisir le moment. Toi, tu fais, non, je vais laisser ça comme ça. Je vais aller me battre à place. C'est quand même pas pire. Mais c'est comme tu dis, il y a un impact après quand tu retournes. Pour moi, c'est pas juste dans la musique. Pour moi, c'est comme vraiment quand je réponds au courriel. Comme moi, je suis très comme polie, canadienne, japonaise. En tout cas, c'est juste... Et des fois, dans la musique, surtout tout le travail qu'on fait autour de la composition, comme toutes les choses administratives, c'est stressant. Ouais. Et surtout après la pandémie, avec tout ça, c'est juste comme on est tous fatigués. Puis moi, je passe beaucoup de temps en pensant comme ça c'est un peu pas passive-aggressive. Donc pour moi, le boxe, pour moi, ça... Non, oui, demain, comme je suis juste beaucoup plus direct. Plus direct. Et je me protège plus. Aussi. Oui. Je suis plus consciente comme non, j'ai besoin de dormir parce que j'ai sparring dans le matin, donc je bois pas. Oh, non, il faut que je fasse ça. Donc il y a comme une sévérité qui il faut que je mette en place physiquement, mais qui aussi arrive comme mentalement. Comme non, j'ai pas le temps pour ça. Non, j'ai pas le temps pour ça. Comme. Wow. OK. Ben écoute, c'est convaincant, si je peux dire ainsi. Ouais, je vais devoir encore repenser à ça. Je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences sportives. Ça pourrait en être une. Écoute, Keiko, on va passer maintenant à la prescription. Ah, oui.
OK, alors on y va. Je t'écoute. Donc, première prescription, c'est l'album 1996 de Reiichi Sakamoto. OK. Donc, Reiichi Sakamoto, pour moi, quand j'avais 18 ans, j'ai tombé sur son nom et comme j'étais comme une des deux familles japonaises comme en Colombie-Britannique, j'étais vraiment comme attirée par ce compositeur, artiste, pianiste très intéressant qui fait beaucoup de musique de chambre, beaucoup de musique pour le film. Et le premier album que j'ai rencontré était 1996, qui était fait en 1996. Puis c'est vraiment une sélection de ses œuvres, comme bien connues dans les musiques de chambre, aussi dans les films, mais arrangées pour trio piano, donc violon. Moi, je connais zéro. Je connais pas du tout cette œuvre. Cette œuvre-là, je connais pas du tout. J'ai pas entendu. Donc, pour moi, c'est dans mes trois choix, comme un choix qui, peut-être maintenant, quand j'écoute, c'est un peu éloigné dans le sens que c'est pas comme ça m'inspire de comment je compose, c'est plus comme, c'était mon pivot. J'ai vraiment un souvenir d'écouter ça dans la faculté de musique à Colombie-Britannique, dans le cégep, là, pas dans le cégep, dans le collège. Et on avait comme en tout cas, une neige, puis c'était juste très romantique et j'ai comme vraiment, en tout cas, j'étais très émue par ça parce que j'ai trouvé que c'était très minimaliste, mais très lyrique mais expérimental en même temps. Et j'ai juste comme, c'était comme un peu mon première porte. Ouais. Et aujourd'hui, ça, comme tu dis, si tu le réécoutes, ça emprunte d'une grande nostalgie aussi, là. Ah oui. Et on en a tous des pièces comme ça qui nous amènent. C'est drôle que tu parles de nostalgie un peu parce que moi, c'est ma suggestion. Elle est un peu dans cette direction-là. On parlait de musique des morts en ce moment. Parce que j'ai un concert, en ce moment, je prépare un concert pour Offord, dans lequel j'ai été invité pour jouer un quatuor de piano de Schumann. Et ça fait, écoute, ça doit faire, je sais même plus combien d'années que j'ai joué ça, ça fait très longtemps. J'ai retrouvé ma vieille partition et moi, je fais partie de ceux qui aiment bien écouter plusieurs enregistrements, voir les différentes idées qui sont proposées. Il y en a une qui m'a beaucoup marqué cette semaine, c'est le Quatuor Jérusalem, que j'aime beaucoup, mais que je ne suis pas si un grand fan que ça en général, avec au piano Alexander Milnikov sur les éditions Harmonia Mundi. Donc, Schumann, dans le même disque, piano quintet, piano quartet. Moi, c'est le quatuor avec piano qui est vraiment magnifiquement joué. Si vous écoutez la pièce, vous allez peut-être reconnaître ça. Ça joue dans un paquet de films puis des annonces aussi pour yogourt à la télé. Je pense, le mouvement-là, du moins. Mais c'est magnifiquement interprété. Il y a cette espèce de cohésion entre le piano, en ce pianiste particulièrement, et le quatuor qui fonctionne vraiment. Une belle découverte de tous les enregistrements. Puis j'en ai écouté peut-être 8 ou 9. C'est de loin mon préféré devant d'autres grands interprètes qui sont réputés. Mais celui-là, il reste dans mon cœur. Alors voilà. Cool. Ouais. Et toi, t'as d'autres trucs à suggérer? Donc, j'ai un autre album, Reinventions, de Stefano Scodanibio. OK. Je connais pas du tout. Reinventions. Ouais, donc, Stefano Scodanibio, j'imagine que je prononce ça mal, mais en tout cas, c'est un compositeur italien, un compositeur et contrebassiste. OK. Improvisateur. Donc, il a étudié avec Charino, mais bien avant moi, et je pense plus sérieusement. Puis, en tout cas, cet album, interprété par Quartetto Prometeo, qui est le quartetto qui a joué mes pièces, en fait. OK, je comprends. Et qui travaille beaucoup avec Chirino. C'est vraiment... Reinvention, c'est parce qu'il travaille sur les pièces de Bach, puis des chansons italiennes ou pour guitare. Non, excuse-moi, les chansons mexicaines et les chansons... en tout cas, mais c'est vraiment comme 3 sortes différentes. Puis il fait des réinventions pour le quatuor à cordes. Et c'est extrêmement beau. OK. J'adore cet album. J'ai écouté cet album comme 1000 fois. OK. Et c'est comme, il y a un lien avec comment je joue et travaille avec des sons de passé. C'est vraiment ancré dans la tradition qu'on a parlé avant. Donc, c'est super. Ben là, je vais l'écouter, ça, c'est certain. Ouais. Écoute, à date, tu proposes. D'habitude, des fois, il y a des croisements. Des fois, je fais, ah oui, je connais ça. Là, aujourd'hui, c'est de l'inconnu. C'est vraiment de l'inconnu. Et ça, j'aime ça. Donc, oui, puis t'en avais une dernière. Je me forçais de choisir un livre juste pour avoir quelque chose d'autre. Différent.
Mais comme je viens de finir mon doctorat, comme toutes les choses que j'ai lues dans les dernières années, c'est vraiment des choses académiques, mais j'ai tombé sur un livre, How to Read Water, par Tristan Gooley. Et c'est vraiment un livre qui est super étrange, qui parle juste comme des patrons, des couleurs, des températures, en tout cas, de l'eau dans toutes sortes de paquets, comme dans la mer, dans une puddle, dans les... Mais c'est pas une fiction. C'est plus poétique ou c'est vraiment comme pédagogique, mais exprimé dans une façon plus comme conversation autour d'un café. C'est vraiment étrange, c'est vraiment... Wow. Et moi, pendant comme une période avant de tomber plus dans la mémoire de TV, tous mes autres intérêts maintenant, j'étais vraiment attirée par les murmurations, les éternaux, tous ces patrons d'émergence qui arrivent dans la nature, dans l'eau. Donc moi, j'explorais beaucoup de les hydroacoustics et tout ça. Donc j'ai lu ce livre pour juste lancer les idées de comme... Wow, ça a l'air d'un ouvrage qui amène un certain calme. Non? Oui. Parce que l'eau, c'est toujours c'est un beau sujet, l'eau, mais comme tu dis, de la façon que tu le proposes, je pense que ça a l'air bien. OK, mais écoute, 3 encore, bravo, 3 sur 3, je connais rien. C'est parfait. Puis en plus, ça va m'aider à te connaître davantage. Est-ce qu'il y a des concerts ou des trucs que tu veux annoncer qui vont arriver prochainement dont les gens pourraient entendre tes œuvres ou... Oui, oh boy, j'ai pas préparé ça. Mais donc, ma pièce Arras va jouer par le Toronto Summer Academy Orchestre, oui. Qui est, comme je pense, dirigé par Jonathan Crowe. OK, oui. Le date, j'oublie. C'est le 28 juillet. OK. À Kerner Hall. OK, Kerner Hall, à Toronto. Avec une pièce de Mahler et... Ouais. OK, un beau mélange de nouvelles rencontres. Excellent, parfait. Une pièce de Mahler. Une petite pièce. Une petite pièce de Mahler. Et j'ai un opéra de chambre avec Paré Abou qui va être présenté l'année prochaine, mais on travaille comme genre étalier avec une présentation à la fin en juillet aussi. OK. Non, excuse-moi, en août. En août, parfait. Deuxième mouvement de cette pièce dans la programmation opéra d'Axuel. OK. Fait. Ouais. Super. À Montréal. Ouais. Écoute, bravo. Tout d'abord, merci d'être venu. C'était vraiment cool. Et bravo pour toutes les belles choses qui se passent dans ta vie, dans ta carrière. C'est vraiment t'es sur une envolée, ça n'arrête pas. Et je te souhaite que ça n'arrête pas encore très longtemps et de continuer à faire un peu de boxe pour trouver ton équilibre. Et au plaisir de te réentendre, de réentendre tes œuvres et de te croiser. Merci beaucoup. Merci. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.